Alors, au PLQ, Orford, c'est comme pour nous un peu un membre de notre famille qu'on a hâte de retrouver. Depuis sa création comme comté en 1973 et pour les 45 ans qui ont suivi, les citoyens d'ici nous ont fait confiance. Alors, avec beaucoup de travail acharné, ce qu'on va faire dans les prochains mois, c'est de marcher dans les pas de Georges Vaillancourt, de Robert Benoît, de Pierre Reid, et on va regagner la confiance des citoyens d'ici. Et je remercie Lynn d'être là et de passer le flambeau en quelque sorte. Ça m'a beaucoup touché tantôt ce que tu nous as dit. Et ce sera le point d'ancrage de nos ambitions pour l'Estrie, parce que je vous l'annonce aussi aujourd'hui, j'ai l'intention d'être très gourmand pour l'Estrie. J'ai des grands projets pour la région. Alors, chers amis, le Parti libéral du Québec, il est enfin de retour en Estrie. Et donc, c'est un immense honneur d'être ici devant vous aujourd'hui. Je remercie, il y a des gens qui sont venus de très loin, des gens de très proches, il y a des gens qui sont venus à pied, il y en a qui sont partis très tôt ce matin. Alors, je veux vraiment vous remercier, ça me touche énormément et je remercie les présentateurs avant moi. Je remercie l'exécutif d'Orford et je ne veux pas donner de leçons aux autres exécutifs, mais l'exécutif d'Orford représente exactement ce que je souhaiterais que chaque exécutif dans le Parti libéral du Québec soit, c'est-à-dire un mélange d'expérience et de renouveau qui représente la diversité du comté, puis surtout des gens qui sont motivés, des gens qui sont énergiques. Je veux aussi qu'on prenne le temps de remercier les présidents d'associations. Je pense que vous êtes tous présents dans la région. Alors, Jacqueline, les deux Claude, Mona, Claude, Denise, bien pas deux, ça fait trois Claude, ça, les deux Claude. Les deux Claude, Mona, Denise et Ambrose, et sous le leadership aussi de François Weiss, qui est président régional, et aussi sous le marrainage très important de la députée de Notre-Dame-de-Grâce, Désirée McGraw, qui a été très présente dans la région. Mais on en parlait encore cette semaine, Désirée et moi, on a convenu que ta job achevait, parce qu'il va y avoir des renforts en Estrie très bientôt. Alors, merci beaucoup à tous les militants d'être ici. Votre énergie est vraiment essentielle pour nous. Il y a plusieurs personnes qui sont descendues de Québec aussi, qui travaillent à l'Assemblée nationale. Alors, sachez que pour eux aussi, de voir autant de gens rassemblés à Orford un samedi après-midi en février, ça nous motive énormément. Et vous savez, le Parti libéral du Québec, il a toujours été fort quand il a été enraciné dans nos régions. Et avec mon choix de me porter candidat ici dans Orford, moi, je veux que cet enracinement-là, il soit réel, il soit concret. Je crois au pouvoir des députés qui sont présents le plus possible physiquement dans leur comté. Et c'est ce que je veux représenter aujourd'hui. Alors aujourd'hui, dans le fond, j'ouvre la marche. Je suis le premier candidat officiellement investi pour le Parti libéral du Québec pour l'élection de 2026, mais je suis seulement le premier. Je suis le premier de 125. Et j'ai très hâte, dans les prochains mois, de vous présenter les 124 autres. Les 24 autres qui vont mener avec moi, tambour battant, une campagne d'idées et une campagne de conviction à la conquête de la tête, mais aussi du cœur des Québécois. Je veux aussi porter une vision ambitieuse pour le Québec. Je veux qu'on offre une alternative qui est forte, qui est solide et qui est rassembleuse. Et, on en a fait allusion tout à l'heure, je veux être premier ministre parce que je refuse que le Québec s'habitue à voir petit. Je veux qu'on recommence enfin à rêver ensemble. Et voir grand pour moi, ça veut dire de remettre l'économie au cœur de nos décisions, enfin, de faire croître la richesse des Québécois. Ça veut dire de renforcer nos services publics en santé, en éducation. Ça veut dire de construire à terme 100 000 logements par année. Ça veut dire de décentraliser enfin le Québec au profit des régions. Et ça veut dire de soutenir notre culture et celles qui la font grandir. Aujourd'hui, on se rassemble dans un contexte géopolitique qui est difficile et qui vient évidemment peser sur les actions quotidiennes des politiciens. Les frappes lancées ce matin par les États-Unis et Israël sur l'Iran nous rappellent la précarité de la paix mondiale, mais aussi l'incertitude que ça crée, même chez nous, les événements qui se passent à l'autre bout du monde. Les politiciens doivent toujours avoir une vision large pour pouvoir agir convenablement localement. Donc aujourd'hui, je vais me permettre de vous parler surtout de notre région, de ses défis et de ses opportunités, mais il faut toujours garder en tête que les grands blocs géopolitiques, ils ont et ils auront toujours un impact sur les décisions qu'on prend localement et qu'il faut constamment s'adapter, dans le fond, pour chercher ensemble le bien commun.
Alors, chers amis, parlons un peu d'Orford. Alors, si Simon et moi, on a choisi ici de s'établir en Estrie, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une obligation, c'est un choix de cœur. Notre région possède quelque chose d'équilibré et d'authentique. On y retrouve un dynamisme économique qui est impressionnant, mais qui est mené par des entreprises d'ici, mais aussi une grande vitalité culturelle. Et moi, c'est la combinaison entre justement ce pouvoir économique-là et cette vitalité culturelle qu'on retrouve à Orford qui m'a toujours intéressé et qui fait que ça fait des années que je fréquente la région et que maintenant j'y habite. Ici même, physiquement, à quelques pas d'ici, on a d'ailleurs deux grands joyaux dont j'aimerais vous parler. Première chose, la grande dame de la région, le mont Orford. Le mont Orford, c'est un symbole puissant. Ce n'est pas seulement un site naturel remarquable, c'est un moteur économique, c'est un pôle touristique. Probablement que la plupart d'entre vous êtes déjà passés au mont Orford. 4 saisons par année, c'est un lieu qui fait vivre les familles et qui contribue au rayonnement de tout l'Estrie. Ce qu'on voit ici, c'est exactement ce qu'on devrait faire à l'échelle du Québec, c'est-à-dire soutenir une économie régionale forte en prenant avantage de la richesse de nos sites et en les protégeant en même temps. Alors, le mont Orford, c'est une des choses les plus précieuses qu'on a dans le comté et je m'engage évidemment, moi aussi, à le préserver. Il y a aussi un autre bijou culturel à 2 rues d'ici qui s'appelle Orford Music. Orford Music qui existe depuis 75 ans cette année et qui offre à la population et aux musiciens des concerts, des résidences artistiques, une académie pour les étudiants en musique. Alors ça aussi, c'est un exemple d'institution culturelle forte qu'on retrouve pas seulement à Montréal, pas seulement à Québec, et qu'il faut répliquer à la grandeur du Québec. Alors, c'est des institutions comme le Parc du Mont-Orford et Orford Music qui tissent l'identité d'une région. Et moi, comme premier ministre, je veux que de telles institutions puissent continuer à grandir, à rayonner et à faire vivre l'Estrie au-delà de ses frontières. Au-delà des paysages et des infrastructures, mais il y a aussi les gens de l'Estrie. Et je vous souhaite de connaître les gens de l'Estrie. Ce sont des entrepreneurs qui veulent innover, des élus municipaux qui défendent leurs dossiers avec beaucoup de sérieux, mais aussi des citoyens qui sont engagés, qui suivent les dossiers, qui ne sont pas gênés de se faire entendre, n'est-ce pas? J'en connais quelques-uns dans la salle d'ailleurs. Et parce que, dans le fond, ils ont leur région à cœur et ils veulent la développer de façon responsable. Alors moi, je me reconnais dans votre énergie et je veux incarner avec vous cette passion-là pour notre région qui nous unit. Et à l'Assemblée nationale, tous ensemble, la voix d'Orford sera maintenant forte, fière et présente sur le terrain. The riding of Orford also includes a significant proportion of English-speaking Quebecers. For too long, this community has been overlooked or taken for granted. I'm committed to listening to its needs, listening to its concerns, and make it my own, especially when it comes to obviously protecting fundamental rights, but also on crucial issues like the economy, agriculture, and the living conditions of our seniors. Orford et l'Estrie ont des forces extraordinaires, mais comme toute bonne région qui se respecte, elle fait face à des défis aussi. Et l'un des défis qu'on a, c'est la relation entre Québec et la région. Je vais être obligé de vous parler de la CAQ, je m'excuse. Pas longtemps. Malheureusement, sous le gouvernement caquiste, les régions se sont fait imposer des décisions mur à mur, sans prendre en considération les besoins et les capacités de chacune des régions. Québec a imposé récemment des nouvelles embûches et ont augmenté les exigences sans pour autant donner les moyens d'agir aux municipalités. Ce n'est pas une relation de partenariat. Trop souvent, la CAQ ne fait qu'accentuer les lourdeurs administratives et les lourdeurs réglementaires. Et pourtant, les municipalités font leur travail, les MRC font leur travail. Il faut souligner d'ailleurs la qualité du travail dans la MRC de Memphremagog, qui est dirigée par Jacques Demers, qui est aussi président de la Fédération québécoise des municipalités. Alors, je lève mon chapeau aux élus locaux et aux élus régionaux, mais malheureusement, tout ceci résulte en des délais, des coûts supplémentaires et une perte d'efficacité. Ça semble bien général ce que je vous dis, alors je vais vous donner un exemple concret. Prenons un exemple concret, donc, l'autre côté de la rue, à la mairie du canton d'Orford, que j'ai visité récemment, où les élus souhaitent construire un nouveau centre communautaire. Plusieurs personnes d'Orford ici savent de quoi je parle. Un nouveau centre, donc, pour soutenir les organismes locaux puis se doter d'un lieu de rencontre pour la population ici qui est grandissante. Alors, la municipalité a déposé un projet dans le cadre du fameux programme PRACIM, que plusieurs connaissent.
Et soudainement, le programme a fermé prématurément après des années d'études et d'investissements de la part des municipalités. Et en plus, la contribution gouvernementale, du jour au lendemain, comme ça, est passée de 73 à 55 pour chaque projet. Alors, pour une petite municipalité, ce n'est pas un détail administratif, c'est une pression financière qui fait en sorte que, pour l'instant, bien, le projet ne se réalise pas. Et la population augmente, les besoins augmentent, le besoin d'attirer plus de gens augmente, mais on ne peut pas parce qu'on n'a pas de prévisibilité au niveau du gouvernement du Québec. Alors, on ne peut pas demander aux régions d'être ambitieuses tout en changeant les règles en cours de route. Et moi, je veux un gouvernement donc, qui fait confiance aux régions, qui donne des outils et qui permet aux régions d'accéder au maximum de leurs capacités. Je l'ai dit à Trois-Rivières, je le répète encore une fois, je serai le premier ministre de la décentralisation du Québec. Je vais aussi vous parler de quelque chose d'autre qui est fantastique dans la région. C'est une autre chose que vous connaissez bien, c'est le magnifique, le majestueux lac Memphremagog. Un joyau culturel dans cette magnifique région et dont la préservation doit être une obsession pour quiconque souhaite représenter les citoyens d'Orford. Les gens d'ici, peut-être ceux d'ailleurs un peu moins, mais je vais vous mettre au courant, les gens d'ici connaissent bien le dossier du site d'enfouissement de Coventry, au Vermont, qui est situé à la pointe sud du lac Memphremagog. On sait que le lac, évidemment, appartient aux deux pays. Et ce site-là génère des déchets contaminants comme le lixivia qui vient polluer l'eau sur le bassin versant, jusqu'ici à Magog. Et vous savez quoi? 200 000 personnes utilisent l'eau du lac Memphremagog comme source d'eau potable. Alors, c'est un enjeu qui est critique et majeur depuis de nombreuses années ici dans Orford. Et la table de concertation des élus du lac joue un rôle important. Il faut saluer leur travail. Et lorsque je serai député d'Orford, je vais maintenir ce leadership-là et aussi impliquer encore une fois davantage le gouvernement fédéral pour s'assurer qu'on ait des lois à la fois au Québec, mais aussi au Vermont, qui empêchent cet écoulement-là. Le principe est simple, il faut que nos eaux transfrontalières soient protégées et il n'est pas question que les Québécois paient pour des mauvaises décisions du gouvernement du Vermont. Et on va impliquer, évidemment, s'il le faut aussi, les leaders du Vermont. Quand on est un premier ministre, un député qui croit aux relations, que ce soit interprovinciales ou internationales, on se pointe chez nos voisins pour discuter de ces dossiers-là. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire dans le cadre du lac Memphremagog. So this is just not a local issue, it is a shared responsibility between Quebec and Vermont. And protecting our lake means working together across borders with seriousness, but also with respect. Je vais vous parler aussi de santé. Alors, je veux profiter de l'occasion aussi pour saluer le travail du comité de vigie de l'hôpital Memphremagog, qui fait un travail très important dans la région. C'est un regroupement qui est porté par la communauté, par des organismes, des citoyens, des élus, qui veillent justement à ce que les choses roulent rondement en santé dans la région. C'est un genre d'initiative qui est précieux et à laquelle j'ai aussi l'intention de m'adjoindre parce que, au-delà des structures administratives, il y a des gens qui s'occupent que notre système de santé fonctionne au Québec. On ne peut pas, malheureusement, chers amis, se fier seulement à Santé Québec dans ce dossier-là. Alors, je m'engage à m'impliquer avec eux, mais je m'engage aussi à proposer des choses concrètes en santé. Et c'est un des engagements forts de ma campagne au leadership, mais aussi de la prochaine campagne électorale, c'est d'offrir un service public de télémédecine 24 sur 24, 7 jours sur 7 au Québec. Il est grand temps, merci. Il est grand temps que les bénéfices de la télémédecine qu'on voit dans certaines compagnies privées puissent bénéficier aux Québécois. Les médecins vont pouvoir travailler de la maison, les patients vont pouvoir avoir des consultations de la maison, on va diminuer l'absentéisme, on va diminuer les coûts reliés au déplacement puis à l'attente. Alors, bien sûr, tous les bobos ne peuvent pas être réglés par une consultation virtuelle, mais 10 à 15 des consultations peuvent être faites en virtuel selon nos estimations et les études. Alors, on va mettre de l'argent et on va mettre, des efforts sur ce dossier-là. On va aussi faire de la santé mentale une priorité nationale au Québec. Depuis trop longtemps, les jeunes et maintenant les aînés sont aux prises avec les enjeux de santé mentale qui minent en ce moment la qualité de vie au Québec. Et il est grand temps de s'attarder à ce point-là, particulièrement, je vous dirais, oui, chez nos jeunes,
où la surconsommation de médicaments, mais aussi la surexposition aux appareils électroniques crée une pression importante et dommageable chez nos enfants, alors que chez nos aînés, ce qu'on observe avec les enjeux de santé mentale sont surtout reliés ou souvent reliés au déracinement de nos aînés. Trop souvent, moi je le dis souvent en conférence, je connais très peu d'aînés qui comptent les jours avant d'aller en résidence. Les gens veulent rester à la maison. Alors, comment le gouvernement peut le plus possible favoriser le soutien à domicile, s'assurer que nos familles restent unies et que nos aînés n'ont pas à aller passer les prochaines années de leur vie dans une ville qui est à 45 minutes et qui fait en sorte que finalement, la famille, la belle famille, au début, il va une fois par semaine. Finalement, à la fin de l'année, il va une fois par mois. Alors, on doit stopper le déracinement de nos aînés au Québec. Je veux aussi vous parler d'éducation, qui est une autre de nos grandes priorités. Je pense entre autres au dossier de l'agrandissement de l'école Laruche à Magog. Je ne sais pas depuis combien d'années on parle de ça, combien de fois on a soumis des demandes qui ont été refusées. Et quand une école déborde, ce n'est pas seulement une question de mur, c'est une question de réussite scolaire. Alors, on va devoir agir sur ce point-là parce que Magog est en ébullition en ce moment et les services éducatifs doivent suivre la parade. Et on va le faire dans un contexte encore plus large en éducation parce qu'on a fait de l'éducation une de nos priorités au caucus et avec ma collègue Madoua Nika-Cadet qui est quelque part, qui est là, on travaille sur le dossier, donc dans la plateforme électorale, de proposer, de convier les Québécois et tout le milieu scolaire à des états généraux sur l'éducation. Ça fait 30 ans au Québec qu'on ne sait pas parler d'éducation de façon sérieuse, de façon ouverte, sans que ce soit arrangé d'avance, de se parler du cursus scolaire, du décrochage des jeunes garçons, du décrochage des enseignants, de la formation au cégep, de l'aide à la classe, de la formation de nos spécialistes en éducation spécialisée en région. Alors, on va aborder tous ces points-là dans le cadre d'un grand rassemblement qui ne sera pas évident, mais on sera un gouvernement qui sera à l'écoute, comme le dit M. Johnson, et on sera prêt à faire ces débats-là parce que l'éducation, c'est l'ascenseur social par excellence. Sur la question du logement. Alors, le logement, évidemment, c'est un enjeu qui est, écoutez, c'est au sommet de toutes les priorités, de tous les sondages qu'on fait au Québec. Alors, j'ai mentionné rapidement qu'à terme, nous allons construire jusqu'à 100 000 logements par année, 100 000 unités. C'est ambitieux. Certaines personnes ont ri de moi quand j'ai dit ça, parce qu'on est sur un rythme de 60 à 65 000 en ce moment. Et pourtant, on a besoin de construire plus de logements abordables, plus de logements dans les régions où on veut renverser la tendance de dévitalisation de nos régions. Alors, on va le faire en collaborant davantage avec les municipalités et on va le faire aussi en s'adressant à des enjeux particuliers. Quand des villes rencontrent des freins à la croissance, on va s'asseoir avec ces villes-là pour trouver des solutions. Je vous donne 2 exemples. 2 des 10 plus grandes villes au Québec ont eu ou ont en ce moment des moratoires sur la construction à cause des enjeux d'aqueducs, d'égouts. Lévis, Sherbrooke. Alors, comment le gouvernement du Québec, plutôt que de regarder les bras croisés, les municipalités, essayer de trouver un problème, comment on peut s'asseoir et trouver des problèmes, et trouver des solutions? Des problèmes, on peut les trouver facilement. Trouver des solutions pour s'assurer qu'on puisse poursuivre ce développement-là. Et la troisième façon, ça va être en valorisant nos entrepreneurs qui sont bons dans la construction de maisons. On a des chefs de file au Québec en plancher de bois franc, en toiture, en armoire de cuisine. La plupart de ces entreprises-là exportent aux États-Unis et sont dans un contexte extrêmement difficile en ce moment. Alors, comment on peut les mettre à profit et construire davantage au Québec? Et ça va nous permettre de donner vie à des dossiers importants, comme dans Orford. Pour ceux qui connaissent la ville, le quartier des Tisserands, qui a déjà été un des quartiers les plus vivants de Orford, de Magog, parce que Magog était une ville où il y avait beaucoup, justement, d'usines de textiles. Et depuis plusieurs années, ce quartier-là est à l'abandon, mais grâce au leadership de la mairie de Magog, de toute l'équipe, on réussit maintenant à créer un nouveau quartier à Magog qui va justement comprendre, entre autres, du logement abordable. Et ça, c'est justement une voie d'avenir qu'il faut continuer de valoriser au Québec. Je vais vous parler aussi, en terminant, je pense, pratiquement, de nos entreprises, évidemment. Parce qu'en Estrie, on a, vous le savez, une proximité avec les États-Unis. On est environ à 30-40 minutes en voiture des États-Unis. Et dans la dernière année, cet avantage-là, c'est devenu un signe d'instabilité
évidemment pour nos PME, mais aussi pour l'industrie touristique. Venez l'été, vous allez voir le nombre de touristes, entre autres américains, qui sont ici pour venir profiter des splendeurs de la région. Alors, quand il y a de l'instabilité commerciale et que les règles changent, les tensions augmentent, bien, nos entreprises ici en Estrie sont touchées très, très, très rapidement. Alors, c'est pourquoi on s'est engagé dans la précédente course à la chefferie à dérouler le tapis rouge pour nos PME au Québec, particulièrement en région. Donc, on fera des annonces plus précises très bientôt, mais on fera une baisse du fardeau fiscal de certaines PME au Québec pour leur permettre d'investir davantage dans le développement de nos régions. Et on va reconnaître enfin que le tissu économique au Québec, ce sont les PME. Ce ne sont pas les grandes entreprises étrangères dans lesquelles on a investi beaucoup trop d'argent dans les derniers mois. J'ai été présent dans plusieurs, à titre de président de la Fédération des chambres de commerce, j'ai été présent dans plusieurs lancements de conférences de presse de la CAQ, Nordvolt, Lyon, nommez-les toutes, j'étais là, j'applaudissais. Vous allez peut-être même voir passer des vidéos là-dessus, que j'applaudissais. Ben oui, j'applaudissais, mais comme les Québécois, je me suis fait avoir. Je me suis fait berner parce qu'on a misé trop d'argent alors on a déconsidéré les entreprises du Québec qui sont justement nos PME. Alors, on va redonner une voix forte aux PME du Québec, au Parti libéral du Québec. Il n'est pas question que je vous laisse partir avant qu'on ait parlé d'une des choses les plus honteuses dans le paysage politique québécois en ce moment, et j'ai nommé le programme de l'expérience québécoise ou justement son absence. Alors, j'en reviens pas, je ne sais même pas quoi vous dire. Je ne peux pas croire que le ministre Roberge s'entête à être tout seul dans sa cour sur ce dossier-là. J'ai même participé à des manifestations à Québec. Je faisais des discours avec des dirigeants de la CSN. C'est dire le consensus qu'on a. Non, mais de voir des gens de tout, c'est une blague, mais de voir des gens de tout acabit qui s'unissent pour dire ça n'a pas de bon sens aux Québécois. Les Québécois, on est des gens de parole et on ne va pas dédire notre parole pour des gens qui sont venus, qui nous ont choisis ici, soit pour étudier, soit pour vivre, soit pour faire des enfants, avoir une famille. Alors, ça nous prend une clause grand-père maintenant. Et pendant ce temps-là, ça doit bien faire 20 minutes que je vous parle des enjeux prioritaires des Québécois. Il y en a qui ont d'autres idées. Le Parti québécois. Le Parti québécois qui, évidemment, propose un repli, encore une fois, pour la troisième potentielle fois, un repli qui va, évidemment, bousiller nos leviers économiques. Moi, je propose exactement le contraire. Alors, le Québec doit utiliser pleinement les leviers que lui donne la Fédération canadienne. Ce sont des leviers stratégiques, des leviers d'influence et des leviers, vous savez-vous quoi, encore plus avec ce matin, des leviers de sécurité. Il faut absolument que la question de l'avenir du Québec devienne... Il faut que la question de l'avenir du Québec est incontournable. Et en ce moment, on est quoi, le 28 février 2026? Chers amis, il n'y a qu'un seul chef politique au Québec en ce moment qui est clair sur cet enjeu-là, et c'est moi. Les Québécois devraient se méfier de celles et ceux qui essaient de jouer sur les deux tableaux en ce moment. La question nationale est trop importante pour qu'on n'ait pas des positions, des convictions claires et sans équivoque. Et vous le savez, mon nouveau mantra, et je le pense, nous, ce qu'on propose au Parti libéral du Québec, c'est une voie régionaliste, nationaliste, fédéraliste. Il n'y a pas de choix à faire. Donc, mes chers amis, j'ai choisi l'Estrie, j'ai choisi Orford. Je crois que notre région représente ce que le Québec a de mieux à offrir. Je ne me suis pas engagé en politique simplement pour participer, je m'engage pour gagner. Ensemble, on va former un gouvernement qui va faire confiance aux régions, qui va protéger nos ressources, un gouvernement qui va agir. Mais la prochaine élection, elle va se gagner un peu partout. Et ça commence ici, aujourd'hui, avec le premier candidat investi. Mais ça va se poursuivre dans toutes les communautés, dans tous les quartiers. Ça va se passer dans le porte-à-porte, rencontre après rencontre, appel après appel.
We will build this future together, and I strongly believe in the power of our cohesion. Alors, chers amis d'Orford, dans les prochains mois, je vais aller à votre rencontre. Vous allez me voir passer dans les rues de Stansted, d'Ayercliff, de Potton, de Stockley, d'Austin. Je vais aller à la rencontre des citoyens, entendre vos préoccupations, vos idées et vos ambitions. Mais vous savez quoi? Un chef, en tout cas, c'est ma perception, c'est ma vision. Un chef, ça ne décide pas tout seul. Un chef, ça construit avec les gens. Et c'est ensemble qu'on va changer les choses. Mais pour ça, j'ai besoin absolument de votre énergie, de votre engagement et de votre détermination. Alors, dans les prochains mois, on va présenter l'équipe complète du PLQ. Et je vous le dis, Marc Tanguay l'a dit, le téléphone sonne. Et Marc m'a donné son numéro parce que le téléphone sonne. Et je vous le dis, dans certaines régions, on va avoir du fun parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de répondre et de participer à ce nouveau chapitre au Parti libéral du Québec. Et ils ont envie aussi de deux choses. Ils ont envie qu'on tourne la page du gouvernement de la CAQ et on a envie aussi de rejeter, bien évidemment, le projet de séparation du Parti québécois. Nous, ce qu'on veut, c'est de bâtir tous ensemble un Québec prospère et être fiers de notre appartenance au Canada. Alors, chers amis, il faut absolument que la région de l'Estrie fasse partie du prochain gouvernement libéral du gouvernement du Québec. Merci.